Mais il faut que déjà, nous-mêmes, on ait ce discours positif. Et ensuite, il faut que les conditions soient favorisées au Gabon. Les conditions favorisées, ça veut dire quoi? Ça commence par notre système éducatif. On va travailler aujourd'hui avec la jeunesse de 2024. Mais il y a des naissances. Un jeune qui naît en 2024, en 2044, il aura 20 ans. Donc la question que je pose, c'est comment on peut anticiper cette politique qui est éducative, de formation, économique, pour permettre à un jeune Gabonais qui naît cette année, en 2024, dans 20 ans, dans 25 ans, donc on est en 2044, 2050, de pouvoir être épanoui dans un pays comme le Gabon. Il y a vraiment deux missions fondamentales, c'est rattraper le coche aujourd'hui pour les générations à venir, et les générations de tout de suite, c'est corriger la tendance pour les emmener effectivement à participer à la valeur ajoutée de notre pays. Pas que par l'entrepreneuriat, mais aussi par la formation professionnelle. L'autre réalité, c'est que le marché gabonais est aussi un petit marché. On est 2 millions d'habitants. La sous-région aujourd'hui est une énorme opportunité aussi, parce que demain, si on veut diversifier notre économie, on ne pourra pas tout vendre, tout prester pour 2 millions d'habitants. C'est trop court et trop juste. Donc après, effectivement, encore une fois, c'est des visions qui sont purement politiques sur lesquelles nous n'avons pas en tout cas de mainmise aujourd'hui. Mais ça demande à avoir une réflexion beaucoup plus large à la manière dont le Gabon veut se positionner dans la sous-région. On a le Cameroun, la Guinée, on a le Congo, l'Angola au sud, qui sont autant de marchés d'achat et de vente et de services. Et donc, on doit diversifier notre économie, mais s'ouvrir aussi à l'extérieur. C'est pour ça que quand j'entends des discours xénophobes, on pourra en revenir sur les questions du dialogue, on n'est pas du tout dans un positionnement d'ouverture par rapport à nos confrères. Aujourd'hui, c'est le Gabon qui en a besoin. Ce n'est pas nos pays frontaliers. Hein. Ils nous attendent pas. C'est plutôt nous qui avons tout intérêt à nous positionner pour pouvoir être un marché de l'emploi pour notre jeunesse, mais en même temps un marché commercial pour pouvoir proposer nos services et nos produits à l'étranger. Et à l'étranger, ça commence déjà à nos frontières. Mais quand même, avec tout ce que j'ai pu entendre ce soir, Alice, la question que j'ai envie de te poser, avec toute la pertinence que tu as, pourquoi tu n'es pas allé au dialogue? Alors déjà, moi... tu aurais été, je pense, en écoutant tes propos, je pense que tu aurais quelque part été une pierre angulaire par rapport à toutes les propositions qui ont été débattues là-bas, à travers ta pertinence. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé au dialogue? Déjà, pour commencer, le BDP, donc le mouvement Bongo doit partir, en toute transparence, les Gabonais le savent, a apporté sa contribution. Donc, on a adressé, et en main propre, et par voie électronique, tous les moyens qui étaient mis à notre disposition, on a adressé notre contribution, qui n'est pas des moindres, qui était pratiquement un travail quasi abouti. Il a été entre les mains des personnes, en tout cas, qui ont certainement accueilli les documents et qui étaient chargés de former effectivement la liste des 600 personnes. Ce que j'en retiens, c'est qu'il est fort probable que notre travail n'ait pas été aussi pertinent peut-être. Le fait qu'on ne nous ait pas appelé, est-ce que c'était peut-être revoyez votre copie ou alors on se revoit à la prochaine session? Bon. Vaut mieux le prendre avec ironie. La vérité, c'est que ce qu'on dit depuis déjà 10, 20, 30 ans, quand je reprends l'historique du mouvement et pas le combat que je mène depuis 14 ans au sein du BDP, qui a d'ailleurs muté aujourd'hui et qui est devenu le Congrès des citoyens libres, quand on voit effectivement ce silence, la seule chose que moi je peux conclure, c'est que finalement on a un danger. On est un danger
Pas un danger physique ou quoi que ce soit, non, non, non. On est un danger intellectuel parce qu'en fait, on vient déjà avec une lumière qui est allumée, tout simplement. Et malheureusement, quand vous venez avec un porte-lampe, vous n'êtes pas forcément le bienvenu. On a l'allégorie de la caverne, hein, qui est un exemple que beaucoup ont certainement ou pas étudié dans leur année universitaire, mais qui est finalement l'exemple. Quand vous avez vu la vérité, que vous voulez venir la porter à vos congénères, c'est vos congénères eux-mêmes qui vous abattent et qui vous mettent à mort. Donc, non, on n'était pas du tout les bienvenus. Je pense qu'on ne l'est toujours pas non plus. Je pense aussi que le Gabon s'est fermé de belles opportunités en ne permettant pas à moi, mais en tout cas au cadre du mouvement. Je pense au professeur Daniel Mengara, qui milite depuis énormément d'années, depuis les années 90, pour le dire, pour un Gabon meilleur, hein, qui a été d'ailleurs le premier cyberactiviste, en tout cas de l'époque. Et il n'est pas inconnu. Ce n'est pas une découverte qui est faite en 2024. Je tiens quand même juste à rappeler qu'on a quand même un président de la transition qui était ancien directeur général du renseignement, qui était le bras droit du SILAM, qui est les oreilles de la présidence, gérées en plus par la France. Donc, ils ont toutes les informations. Ils savent exactement à qui ils ont affaire. C'est absolument un secret pour personne. Quand vous passez par le ministère de l'Intérieur ou par le renseignement, généralement, vous connaissez tout ce qui se passe dans le pays. C'est bien connu, que vous soyez aux États-Unis ou alors dans un pays comme la France, c'est connu comme le loup blanc. Ils savent. Donc, écoutez, nous, la seule résolution qu'on a décidée, c'est d'organiser notre propre dialogue et donc de convier les Gabonais à venir y participer du 25 au 1er juin, parce qu'on estime qu'il était, pas inclusif, il n'était pas souverain, et ça c'est un fait. Et donc, à travers l'organisation de ce dialogue parallèle, on souhaite pouvoir faire un travail de présenter, avec la participation des Gabonais, des citoyens libres, un autre travail beaucoup plus pertinent. Et le défi, c'est de faire en une semaine mieux que ce qui a été fait durant les 1 mois, et à très très moindre coût, je vous rassure, il n'y en aura pas pour 9 milliards de Français. Waouh, waouh, excellent, excellent, excellent. Ben écoute, Alice, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée? Après, non, mais après, peut-être sur les solutions. Est-ce qu'on a évoqué les solutions par rapport au chômage, par rapport au plein emploi? Ben écoute, le fait même déjà que tu donnes les avis en disant que voilà ce que on peut faire pour redonner à la jeunesse sa dignité, ben vas-y, c'est-à-dire que, alors, d'après toi, si on doit essayer un peu de creuser un tant soit peu davantage sur les solutions, les potentielles solutions, d'après toi, Alice, quelles pourraient être ces différentes pistes de solutions en fait? Les pistes de solutions qui sont en tout cas identifiées aujourd'hui, et la première, c'est pas des moindres, c'est renforcer notre système scolaire depuis la maternelle jusqu'aux universités. On est victime en tout cas de l'exode rural extrêmement massif. Donc l'idée, c'est aussi de décloisonner, et dans les provinces, de développer des universités en province aussi, pour permettre que la jeunesse ne vienne pas s'amasser à Libreville, parce qu'il y a d'autres répercussions qui sont liées par exemple au logement, qui sont liées à l'insalubrité de Libreville aujourd'hui, qui fait que Libreville ne peut plus être la centralisation de toutes les solutions. Donc il faut désenclaver les écoles, les collèges, les lycées, mais surtout les universités. La diversification de l'économie, je pense qu'elle arrivera effectivement avec les nouvelles compétences qui vont se mettre en place, mais il est essentiel que le Gabon sorte de cette main nourricière qui a été pendant très longtemps
l'extraction minière et des matières premières pour pouvoir aller se diversifier. On a aujourd'hui l'agriculture, hein, qui a été un grand sujet. Le sujet graines, a priori, a abandonné des tracteurs au fin fond et à l'intérieur de notre pays, ce qui est un drame aujourd'hui. L'agriculture est un secteur où on a besoin de sortir de la survie, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Comme on dit chez nous, la terre ne ment pas. Ça, c'est un fait. Et donc, nécessairement, celui qui met sa main à la terre est forcément millionnaire, si ce n'est pas dire milliardaire. Mais pour ça, effectivement, encore une fois, on est dans les politiques publiques parce qu'il faut des mécanismes d'accompagnement. Il faut aussi faire la promotion de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas, mais il faut le faire intelligemment, avec des vrais circuits d'accompagnement, parce que finalement, être entrepreneur, vous avez le côté inné qui fait de vous un entrepreneur à succès, et puis un jour, tout marche pour vous. Mais en réalité, c'est très peu de personnes qui excellent dans l'inné. Être entrepreneur, c'est aussi des pratiques qui existent, et des règles économiques, c'est faire un business plan, c'est comment je crée mon propre emploi, comment je crée d'autres emplois, où est-ce que je m'installe, comment je dépense, c'est quoi la différence entre mon bénéfice, mon chiffre d'affaires, mon résultat. Vous voyez, là, on rentre vraiment dans d'autres mécanismes qui permettent de vous sortir de l'auto-entreprise, c'est-à-dire que je travaille pour moi-même sur un secteur d'activité, mais je suis mon seul salarié à moi-même. Et aujourd'hui, c'est énormément le modèle économique qu'on retrouve, alors qu'un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise qui est capable de créer de la valeur ajoutée, mais de créer des emplois. Et là, effectivement, on devient un chef d'entreprise. Donc, c'est diversifier, accompagner. Dès le plus jeune âge aussi, c'est favoriser aussi les stages en entreprise, les stages de découverte. Il y a aussi ce qu'on appelle le soutien économique aujourd'hui. Quand on veut créer une activité, ben on passe par quoi? Le soutien familial, il représente une très minime proportion et c'est très compliqué de mobiliser la famille dans des projets d'investissement. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir des mécanismes qui permettent à cette jeunesse de bénéficier de microcrédits, de lancement, d'un accompagnement dans la phase de développement et d'un suivi. Encore une fois, on doit pouvoir suivre l'ensemble de ces entrepreneurs, ne pas les laisser, comme je disais, l'accompagnement, le soutien au microcrédit, au crédit, le soutien à l'investissement. On doit avoir des circuits qui soient processés, des circuits qui soient les mêmes pour tout le monde. Pas un circuit parce que, vulgairement, on est étranger, libanais, chinois, ce que vous voulez. En tout cas, c'est les communautés économiques qui sont le plus représentées chez nous. Donc, on ne peut pas avoir un circuit pour ces personnes-là dans l'économie, un circuit pour le Gabonais et un circuit pour le Gabonais de l'étranger. C'est-à-dire que quand un Gabonais veut investir ou un étranger veut investir dans notre pays, il doit avoir le même niveau d'information et les process doivent être les mêmes. Quand vous voulez travailler avec la douane, faire sortir votre conteneur, il doit y avoir des règles pour tout le monde parce que ce qui fausse aussi le soutien qui peut être apporté aux futurs entrepreneurs et ce qui peut décourager aussi l'entrepreneuriat, c'est la multiplicité des canaux, les longueurs administratives, le fait qu'on ne soit pas encore dans la digitalisation de toute notre administration. Et donc, vous avez de multiples démarches à faire à droite et à gauche. Donc, il doit y avoir un soutien, il doit y avoir un terrain qui puisse être favorable pour que ce soit facile pour tout le monde. Et après, je ne le redirai jamais assez, mais la corruption, le favoritisme, c'est deux points qui ont gangréné notre activité. La corruption, parce qu'on a eu la fuite de capitaux sur des investissements non maîtrisés et en tout cas de l'argent qui n'a absolument pas servi au développement. Et le favoritisme a longtemps, et l'est encore aujourd'hui, à une place en fait importante. Quand vous êtes quelqu'un, un nom, que vous êtes d'un village, vous êtes d'un endroit, pourquoi pour vous les choses seraient beaucoup plus simples? Sur quelles règles en fait d'équité ça répond? Et donc on doit aussi se sortir de ça
parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des Gabonais plus et des Gabonais moins. Voilà. Les règles elles doivent être équitables pour tout le monde, parce que ça aussi, c'est un frein. C'est l'un des freins, en tout cas, à la situation du Gabon aujourd'hui. La corruption, le favoritisme, et il doit y avoir beaucoup plus de transparence de manière globale dans notre pays. Ben, exactement, tu as tout à fait raison. Tu sais, tu viens de parler de quelque chose d'intéressant, là où tu parlais de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, je réalise qu'il y a quelques incubateurs qui sont là, qui essayent un peu d'apporter des petites solutions, mais je réalise même dans le long terme que tout ça là, c'est de la politique. Il n'y a pas une véritable volonté de vouloir vraiment gérer le problème de l'entrepreneuriat au niveau du Gabon, tu vois. C'est-à-dire, je réalise que ces petits incubateurs-là sont là juste, chacun fait son petit revenu, mais ne s'attaquent pas aux véritables problèmes même que les jeunes rencontrent. Parce que moi, quand je regarde un peu comment est-ce que les autres font ici, et quand je regarde le petit pays qu'on a, en vérité, si les gars là faisaient le job qu'ils devaient faire, je pense qu'à la base, même quand on dit que on veut un tant soit peu résoudre le problème du chômage en donnant la voie de l'entrepreneuriat, il y a un accompagnement derrière. Et tu fais bien de le dire. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un jeune de se lancer. Et tu as encore même pris un exemple, c'est-à-dire le jeune qui prend sa brouette, qui va au marché. C'est-à-dire que lui, il veut s'en sortir, il a la volonté de s'en sortir. Mais malheureusement, s'il n'est pas accompagné, il va toujours connaître les mêmes travers. Et puis l'accompagnement, il est multiforme. Il y a l'accompagnement effectivement sur le projet. Il y a l'accompagnement qui est social. Tout le monde sait que pour se lever le matin, pour faire quelque action que ce soit, quand ça ne va pas à la maison, quand vous avez des soucis, quand vous devez penser à payer votre facture, la cantine de vos enfants, comment vous voulez vous projeter? Aujourd'hui, les Gabonais, pour la plupart, ont de vrais problèmes sociaux. Moi, je vais même plus loin en disant que le pays est malade. Il faut se le dire. C'est pas parce qu'on voit 2-3 choses dans la rue. Non. Le pays, il est malade. Ouais. Il est malade depuis des années. On a des compatriotes et c'est global et je m'inclus dedans parce que nous sommes tous Gabonais. Le pays, il est malade. On n'est pas bien parce que ce qui s'est passé le 30 août s'est passé. Non, on est malade, on n'est vraiment pas bien. On a une défiance. Ça s'est lu dans les conclusions du rapport du dialogue national inclusif. On a ce que j'ai retenu en fait à l'intérieur, c'est que on est malade, on n'est pas bien, on est défiant, on a peur de l'autre, mais surtout on se défile de ses propres erreurs. Voilà, on déporte le problème sur l'étranger. C'est lui qui a été la cause de l'ensemble de nos valeurs, de nos malheurs. Mais nous-mêmes, on n'a pas de remise en question sur une remise en question, un bilan sur ce qui s'est passé. C'est vrai que il aurait été judicieux qu'il y ait cette commission justice, vérité et réconciliation et même réparation. Parce qu'il y a des préjudices, des préjudices qui ont été très lourds pour beaucoup de nos compatriotes, parce que finalement, ça aurait pu permettre d'apporter l'apaisement nécessaire, de remettre les compteurs à zéro. Là, on remet des compteurs à zéro sur rien du tout, sur la base d'absolument rien. Le 30 août n'est rien comparé à ce qui s'est passé pendant 56 ans. Moi, je parle même d'un scandale. Je vais même jusqu'à dire que c'est un scandale sociopolitique. Ce qui s'est passé au Gabon pour un pays de 2 millions d'habitants. La capitale de Paris fait 2,2 millions d'habitants. Paris, c'est 2,2. Voilà ce que ça représente. J'habite une commune de 150 000 habitants. C'est 1/8 de Libreville. Et en plus, l'une des plus grandes communes du département, là où je réside. Donc, c'est rien, 2 millions d'habitants, mais aujourd'hui,
ce que le Gabon a besoin et ce que la jeunesse a besoin en attendant que la transition avance et suive son cours, comme c'est ce qu'on nous fait penser là aujourd'hui. Ce que la jeunesse elle a besoin, c'est qu'on lui redonne confiance et qu'on lui dise « j'ai confiance en vous ». Mais les personnes qui sont censées accompagner doivent mettre en place les mécanismes pour accompagner. C'est un long travail. Ça, c'est ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de résultats palpables immédiatement, parce qu'on a aussi un problème de remontée statistique. Vous savez, quand on mène des politiques publiques, ou même quand vous voulez monter un projet, que ce soit une entreprise ou peu importe le projet, vous devez quantifier combien de personnes ça va impacter. Quand vous montez une entreprise, quand vous faites l'étude de marché, vous devez pouvoir cibler sur votre territoire l'impact que ça va avoir. Vous allez toucher quel type de population, quelle tranche sur tel territoire. Bon, ok, mon projet va toucher 1 million de personnes potentiellement. Donc, à partir de là, je fais mes projections de mon business plan. Les politiques publiques, elles obéissent en réalité aux mêmes règles. On doit savoir pour combien de Gabonais on mène les politiques. Aujourd'hui, les chiffres du chômage, c'est vrai qu'on a à peu près 40% de la population, mais on doit aller beaucoup plus en profondeur pour segmenter ce chômage-là. La politique éducative, aujourd'hui, on doit savoir pour combien d'enfants l'éducation nationale doit mener sa politique publique. Mener une politique pour 20 enfants ou pour 100 000 enfants, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes moyens. Mais aujourd'hui, il y a une opacité au niveau du recensement, au niveau des remontées statistiques. J'ai cru lire la dernière fois que l'actuel ministre de l'économie, d'ailleurs ça s'est passé en plein dialogue national, a signé un partenariat, une convention de partenariat avec un organisme international pour pouvoir être beaucoup plus précis sur nos chiffres du recensement et sur certains secteurs. Bon, voilà, encore une fois, on n'a pas les moyens et donc on est obligé d'aller les chercher, à l'extérieur. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà ce que je peux dire pour l'instant. Wow. C'est-à-dire que, moi, tout ce que je souhaite et ce que je prie, c'est que à la fin de la journée, peu importe ce qui se passe au pays, que les choses avancent. Parce que le peuple a trop souffert et on est vraiment en train d'espérer que cette transition-là puisse redonner de l'espoir et que les choses se passent au minimum avec beaucoup d'assurance et de réussite. Alors, on est en train de tirer vers la fin de notre émission. C'est vrai que voilà, tu dois vaquer à d'autres occupations. Je t'ai un peu retenu plus que nécessaire, mais c'était important que tu nous développes un peu tout ça là. Alors, quel est ton mot de la fin? C'est-à-dire, alors moi, habituellement ici, mon mot de la fin, c'est souvent en 3 parties. Et là, je vais te dire ça rapidement, c'est que mon mot de la fin ici, c'est que je veux que tu donnes un message au jeune homme actuellement qui a peut-être fini ses études, qui ne sait pas dans quoi se lancer, parce qu'il y a aussi les erreurs de parcours. Parfois, tu fais une filière, tu as un diplôme à l'intérieur, et après, souvent, le monde de l'emploi ne t'accueille pas. Et qu'est-ce que tu fais après, en fait? Il y a ce jeune-là, quel est son message pour ce jeune-là qui est en train de se chercher? Le deuxième message, c'est pour la jeune fille qui a eu un enfant et peut-être se dit que c'est fini, ma vie est finie, je ne peux plus continuer, c'est plus la peine, il faut maintenant que je cherche le mari et puis que je reste femme au foyer. Et le troisième mot de la fin, c'est pour les parents qui ne veulent pas soutenir leurs enfants. C'est-à-dire parfois l'enfant a un parcours atypique et ne comprennent pas cela. Quel est ton message pour ces 3 catégories de personnes? Pour la première catégorie, le premier point évoqué, l'entrepreneuriat et puis les métiers. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que 2 sortes d'hommes. Comme je le disais au préambule de ma présentation, moi, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai mis la main dans le cambouis.
Oui, moi, quand j'ai été étudiante, j'ai été à des domiciles, j'ai fait des ménages, je me suis occupée de personnes âgées en situation de handicap. Moi, ça m'a servi dans mon parcours professionnel parce que plus tard, je tombe sur des professionnels de terrain et quand ils savent que le cadre, le dirigeant que vous avez en face de vous a fait aussi le même métier, bah, automatiquement, ça instaure un rôle de confiance qui est important. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que deux sortes d'hommes. Je dis ça parce que on est souvent à la recherche du prestige, du col blanc, de la belle voiture, la montre, parce qu'on pense que finalement, c'est ce qui fait l'accomplissement de la personne. Eh ben, moi, je réponds que non. L'accomplissement de la personne, c'est pas tout ce que vous pouvez cumuler matériellement, c'est pas le paraître. Être accompli, c'est être satisfait de sa vie, c'est être satisfait de ce qu'on fait et de pouvoir se lever le matin et de pouvoir en vivre avec dignité. L'entrepreneuriat aussi, le message que j'ai à dire à la jeunesse, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que être entrepreneur, c'est pas de tout repos. C'est des hauts, c'est des bas, mais c'est surtout les bas qu'on ne nous montre pas. Hein. On voit beaucoup d'entrepreneurs, belles photos, belles voitures, tout a réussi pour eux. Mais moi, ce que je dis de façon factuelle, c'est que en fait, l'entrepreneuriat, c'est ce gros morceau d'iceberg en dessous qu'on ne voit pas. Et donc, c'est toutes les réflexions qui vous torturent le matin. Ouais. C'est un joli challenge aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour être des entrepreneurs à succès. Et encore une fois, je renvoie un message à nos gouvernements parce que c'est eux qui doivent mettre en place les mécanismes pour pouvoir permettre d'accompagner les futurs entrepreneurs qu'on a aujourd'hui sur notre territoire. Concernant la jeune fille, moi, j'ai été maman très jeune. Hein, on compte l'âge de mes enfants et mon âge, j'ai été maman très jeune, avant mes 20 ans. Voilà. Ça ne m'a pas empêchée de faire énormément de choses. La réalité, c'est que moi, j'ai dû arrêter mon cursus scolaire pendant un moment. Ça a déplu, effectivement. Ça déplaît toujours aux parents. Ils veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Et donc, le message que je fais passer, c'est un message en même temps qui renvoie à quelque chose de réel, à un vécu qui est réel. Vous voyez, c'est pas un truc que j'invente, etc. C'est vraiment un conseil qui est réel. C'est de dire que être maman très jeune et avoir un projet de vie, c'est pas incompatible. Parce que déjà, mettre au monde un enfant, quand on est une femme, c'est déjà un premier projet et un premier combat dans un pays comme le Gabon où on meurt encore pendant les accouchements. Donc, ce que je veux dire, c'est d'abord la première chose, ben, bravo, félicitations, parce qu'un enfant chez nous, c'est une bénédiction. Ça, c'est mon premier message. Le deuxième message, c'est de dire que ben, quand on est jeune maman et quand on a en tout cas comment je peux dire ça, quand on a terminé, pas d'allaiter, mais d'accompagner ce qui est vraiment le nourrisson et donc qui commence à marcher et donc à acquérir une certaine autonomie, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Généralement, la femme avant 3 ans avec un enfant, c'est compliqué. C'est de réfléchir à un projet, mais pas de se dire je dois trouver un mari. Trouver un mari, comme je l'entends souvent ou comme je le lis sur les réseaux sociaux, qui va nous sortir de la galère, ça veut absolument rien dire du tout. C'est pas du tout la voie que j'encourage et c'est même pas celle que je donne à mes propres filles. Ce que je dis, c'est que bah, vous devez trouver un projet et effectivement pouvoir vous assurer bah, de votre propre subsistance avec votre enfant. Mais surtout, ce que je veux souligner, Warren, c'est que moi, ma grand-mère, elle disait, parce qu'elle nous a malheureusement quittés, que tant que son sang tourne, elle continuera toujours à être debout. Voilà. Et c'est une philosophie que j'ai gardée. 1, il n'est jamais trop tard. Et 2, tant que je me lève tous les matins, il n'y a pas d'âge pour y aller et pour foncer. Donc, j'ai envie de dire à ces jeunes filles, la vie, elle est encore très longue devant. 3 ans pour s'occuper d'un enfant, ça passe très vite, mais il faut avancer, reprendre le chemin de l'école, trouver une formation professionnelle.
Encore une fois, c'est beaucoup plus facile, Warren, quand vous avez des structures en local qui peuvent accompagner, en mairie, des missions locales, des maisons des jeunes, là où une jeune maman peut aller échanger, dire voilà, mon enfant bientôt aura 3 ans, comment l'enfant peut aller à la maternelle parce que j'ai besoin d'identifier une formation. Voilà, c'est tout un mécanisme en fait qui ne peut pas s'enclencher que tout seul, surtout quand on n'a pas d'appui de la famille pour pouvoir accompagner. Mais le message que je veux faire passer, c'est que ce n'est pas une fin en soi, tout est possible. Il faut arrêter de stigmatiser les mères-enfants. Il faut les inclure. Voilà. Il faut une société beaucoup plus inclusive qui accompagne. Parce que quand une jeune fille tombe enceinte à 14-15 ans, ou même avant, parfois à 13 ans de manière très précoce, c'est que c'est nous qui sommes responsables. Nous en tant que parents et nous en tant que société. Sur le 3e point des parents, justement, pour faire la transition, être parent, c'est un engagement. Parfois, malheureusement, bon, les contraintes de la vie font qu'on arrive parent, malheureusement par accident. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous mettez au monde, ou à partir du moment où, en tant que père, la naissance vous confère le titre de papa, vous avez une responsabilité qui est indéniable. Il y a un gros travail à faire par rapport à ça, je pense, au sein de nos populations. On a perdu nos valeurs sacrées, nos valeurs ancestrales, nos valeurs du village, qui faisaient que finalement, au village, tout le monde s'occupait de votre enfant. D'ailleurs, il y a un adage qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Mais quand vous arrivez en ville, vous arrivez dans une société en mutation, individualiste, où malheureusement, on a ces valeurs qui se sont un peu perdues. Donc, l'enfant n'appartient plus à personne, finalement, ni à ses parents qui se sont désappropriés cet enfant-là, et finalement, ni à la société qui est sourde, qui est muette et qui est affamée. Donc, l'enfant est perdu dans tout ce marasme-là. Ce que je peux dire, moi, aux parents et en tant que parent, c'est que dans le contexte du Gabon d'aujourd'hui, il faut tenir cette corde-là. Pour moi, le lien avec l'enfant, je l'imagine toujours une corde qu'il tient, que je tiens. Et cette corde-là, il ne faut jamais la lâcher. Parce que le jeune, même en état de rébellion, croyez-moi, il a besoin que le parent continue toujours à tenir cette corde, à le soutenir, à le blâmer aussi quand c'est nécessaire. Le bâton qui blâme, c'est le bâton qui aime, hein, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais les parents doivent continuer à tenir cette corde-là et à ne pas la lâcher, même si j'ai conscience que c'est énormément difficile. Ils doivent aussi s'investir dans la vie en société, s'investir. Il doit y avoir des comités de parents qui doivent être organisés, s'organiser, être beaucoup plus représentatifs dans les écoles, dans les collèges. En tout cas, il doit y avoir des conseils de parents qui doivent beaucoup plus prendre position pour l'avenir de leurs enfants. C'est des choses qu'on voit très peu, qu'on voyait très peu parce que le syndicalisme, les regroupements étaient énormément réprimés. Aujourd'hui, dans le Gabon de 2024, post-coup d'État, je pense que les parents doivent reprendre leur place centrale de parents. Tout simplement parce que dans nos traditions africaines, l'enfant est enfant jusqu'à ce que le parent ne soit plus là. C'est aussi ça. Ma maman m'avait dit un jour que tu seras une adulte, Alice, le jour où je serai décédée. J'avais ironiquement rigolé en lui disant, mais maman, moi je suis déjà une adulte, je suis autonome, je suis chez moi, j'ai des enfants, j'ai mon mari. Elle m'a dit, non, tu penses que tu es autonome. Tu sais pourquoi tu ne l'es pas? J'avais botté en touche et elle m'avait répondu parce que à tout moment, quel que soit le problème que tu as, tu pourras toujours trouver un refuge chez ton père et ta mère. Quand vous n'avez pas de parents, prenez mon exemple au sens plus large de la famille. Parce que vous savez, on a la famille nucléaire, puis on a la famille de cœur. Mais l'exemple veut dire que tant que vous avez ce refuge-là, vous pouvez toujours aller puiser dedans. Mais le jour où vous perdez votre père, votre mère, la personne qui était là pour vous, le pilier,
Mais ce jour-là, quand vous avez un souci, vous êtes véritablement seul à le résoudre. Et c'est pour ça que je dis que les parents doivent continuer à tenir cette corde, à être présents pour leurs enfants, même si les conditions économiques font que c'est difficile parfois d'éduquer ces enfants dans des contextes qui sont économiquement compliqués. Mais il y a un rôle, en tout cas, il y a un rôle qui est là et qui est à apprendre. Voilà. Ok, excellent. Ben écoute, je ne pouvais pas finir cette émission sans pour autant te poser cette dernière question, vraiment dernière. C'est celle de savoir, alors, avec toute l'expérience que tu es en train d'emmagasiner au niveau de la France, avec tout ce qui concerne les personnes avec des problèmes de santé, est-ce que tu envisages partager cette même expérience-là du côté du Gabon un jour? Est-ce que tu projettes aller, pourquoi pas peut-être ouvrir une académie là-bas dans ce sens-là pour, comme on est en train de parler là, de résoudre aussi un tant soit peu le problème du chômage au niveau des jeunes filles? Est-ce que c'est quelque chose que tu projettes faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Après, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, voilà, j'ai emmagasiné une grosse expérience dans mon secteur d'activité, dans les compétences que j'ai pu acquérir. Est-ce que c'est une volonté pour moi de le transposer? Est-ce que c'est le moment ou l'heure? Pour le moment, c'est pas forcément des réflexions que j'ai abouties. Ce qui est certain, c'est que sur les questions de l'handicap, au Gabon, il y a énormément de sujets encore à développer puisqu'il existe très peu de structures qui accompagnent les publics en situation de handicap, aussi bien au niveau de la pathologie que même de l'infirmité. Quand vous êtes handicapé moteur, il vous faut un fauteuil roulant. Quand vous êtes apte à travailler, il faut des adaptations. Quand la famille ne peut pas vous prendre en charge à domicile, il faut des structures. Et quand il faut des structures, il faut aussi du public qui soit formé, qui soit accompagné pour comprendre de ce qu'on est en train de parler. Je pense qu'il y a des réflexions, des projets qui peuvent se transposer. Moi, dans le métier que je fais aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que c'est la question ou pas? Elle n'est pas, en tout cas, elle est actuellement pas dans ma réflexion de pouvoir transposer. Voilà, pour plein de raisons qui sont d'ordre personnel. Mais c'est une réflexion qui est ouverte. En tout cas, moi, mon expertise, elle est présente pour des compatriotes, par contre, qui seraient intéressés pour pouvoir se lancer, monter une activité ou comprendre comment on peut adapter une réglementation, un cahier des charges, l'appliquer avec quel outil, comment on utilise les outils, comment on les crée. Voilà, il y a plein de questions d'ordre technique sur lesquelles, par contre, un transfert de compétences à d'autres compatriotes, oui, est tout à fait envisageable. Moi, aller sur place, travailler, bon voilà, pourquoi pas dans quelques années, à voir. Ok, excellent. Ben écoute, c'est aussi le moment pour nous de te laisser avec cette réflexion-là, peut-être aussi, un tant soit peu. Voilà, ce sera aussi intéressant de te pencher sur la question. En tout cas, merci d'avoir pris de ton temps pour venir à cette interview-là. C'est vrai que je pense que maintenant, on va voir avec le temps, Dieu fera grâce si on peut avoir d'autres émissions comme ça, ponctuelles, avec des sujets comme ça, parce que vraiment, j'ai aimé ta pertinence, comme je t'avais dit une fois. J'aime ta pertinence, j'aime ta façon de penser. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, on te suit où? Si quelqu'un aujourd'hui a regardé cette émission et qu'il veut rentrer en contact avec toi, ça se passe comment? Eh bien, j'ai ma page. J'ai ma page Facebook, Alice Adibé, qui est toujours ouverte. Voilà, il y a le Messenger aussi. Je pense que je réponds pas mal aux nombreuses sollicitations que je peux avoir sur le Messenger, sur les fils d'actualité. Donc, voilà, je suis très joignable dessus principalement. Ok, excellent. Voilà. Ok, très bien. Ben écoute, Alice, merci beaucoup. Merci. Ben, je vais te laisser, je vais te libérer parce que là, je sens que là, tu as la bourre. Désolé encore. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à toi. Bonne soirée aussi, Warren. Merci beaucoup pour l'invitation.
Au revoir.